Tu as 4 ans. Il t'ampute sans informer ton père d'abord. Exactement. Toute ma vie, en tant qu'élève, j'ai porté le pantalon comme un collégien au primaire. Certaines personnes se posaient des questions. Mais pourquoi il est au primaire, il porte un pantalon? Comment on grandit avec cet handicap? Je ne me vois pas en tant que personne en situation de handicap. Ouais. Ton handicap, il est physique, mais il n'est pas mental. Il y a une chose que beaucoup d'entreprises privées ne savent pas. Il y a d'énormes talents à gagner dans les personnes en situation de handicap. Ouais. Oui, j'ai choqué des personnes en situation de handicap. Je disais que les entreprises que vous voyez là, elles sont à la recherche des personnes pour répondre à leurs problèmes. C'est ça. Mais si tu n'as pas de Solution à si tu n'as proposer. pas de solution à proposer, qui voudra de toi en fait? Ouais. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Zunon. Né avec une malformation au pied, il a grandi en affrontant les moqueries, le doute, le rejet, mais n'a jamais cessé d'avancer. Diplômé en ressources humaines, passé par des petits boulots et des refus répétés, il finit par décrocher un CDI chez Accor Hotel. Aujourd'hui, assistant RH et conseiller handicap, il sensibilise, motive et partage un message fort. La différence n'est pas une faiblesse, mais une force. Il nous parle avec sincérité de son parcours, de ses épreuves et de cette foi inébranlable qu'il a portée jusqu'ici. Vous êtes bien sûr dans des choses à dire et ça démarre maintenant. Bonjour Stéphane, Bonjour Edith. comment tu vas? Oui, je vais très bien. Après plusieurs rendez-vous manqués, finalement, tu es là, tu es installé dans le fauteuil des choses à dire. En tout cas, je suis ravie de te recevoir. Et avec toi, on va parler de RH, D'accord. de ressources humaines. Mais au-delà de ressources humaines, c'est vrai que c'est ton quotidien en termes de situation professionnelle, mais aussi de ta vie. Donc, en tant que personne en situation de handicap. Et je suis certaine que tu vas inspirer beaucoup de personnes qui, qu'elles soient en situation de handicap ou pas, vont puiser beaucoup de force dans la force que tu proposes et que tu as pu bâtir au fil des années. Alors, tu travailles pour le groupe Accor Exactement. en tant qu'assistant RH. C'est ça. On entend RH. Moi, BTS RH, 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 RH com, RH com. Pourquoi on dit RH com même? Bon, bref. RH comme c'est ressources humaines et Communication. communication. Pourquoi on mélange les deux? Parce qu'il faut dire que dans RH comme, quand on est étudiant, on a la possibilité soit de s'orienter généralement dans le domaine de la communication ou aussi se spécialiser dans les ressources humaines. Il faut aussi dire que dans les ressources humaines, il y a la communication parce que ça inclut tout ce qui est communication interne professionnelle de l'entreprise en fait. Ok. Tout ce qui est information sur les différentes formations, les activités, les informations à passer au personnel en fait. Voilà, Donc, c'est pour ça que voilà, c'est cumulé c'est cumulé. ressources humaines et communication. communication. Donc, tu as eu un BTS en RH com. Exactement. Et tu as eu l'opportunité donc de rentrer dans ce grand groupe. Depuis combien d'années tu es dans le groupe Accor? Ça me fera 5 ans maintenant. 5 ans. Oui. Et comment ça se passe au quotidien? Le quotidien, pour moi, il est généralement simple hein, parce que c'est devenu une habitude. Voilà. Tu arrives le matin, tu fais le tour de l'hôtel, fais un peu l'inspection, voir dans quelles conditions est le personnel, si les vestiaires dans lesquels ils gardent les habits pour s'échanger, tout ça, si c'est vraiment bien entretenu, voilà. Tu passes un peu dans les différents services pour écouter les différents retours du personnel en fonction de leurs besoins. Traiter des dossiers sur, par exemple, des documents de fin quand un salarié part de l'entreprise. Voilà, les demandes d'attestation du travail pour des documents personnels. Ouais. Voilà. C'est pas ennuyant? Je dirais pas. Pas. Parce que chaque fois, il y a de nouvelles informations que tu reçois, en fait. De nouvelles plaintes, de nouveaux problèmes que tu règles. Voilà. Des conflits professionnels, soit entre managers et employés. Comment ça se gère les conflits entre managers et employés? Il faut dire que ça se gère de façon fluide. Voilà. D'abord, ce que moi j'observe, quand généralement mon manager n'est pas là, voilà, je recueille le problème. Ok. Voilà, je recueille le problème. J'écoute aussi le manager. Voilà.
j'essaye de faire une baisse de tension. Voilà. Et par la suite, quand mon manager arrive, je lui soumets le problème. Oui. Voilà. Et puis, elle s'occupe de tout ce qui est voir qui a raison, qui n'a pas raison. Si ça vaut la peine de donner une demande d'explication, on le fait. Voilà, le collaborateur répond à la demande. Voilà, si elle doit être suivie de sanctions, voilà, et voilà, on fait suivre ça de sanctions ou d'avertissements écrits ou verbales. Quelles sont les compétences à avoir pour exceller dans le domaine de la gestion des ressources humaines, surtout dans un hôtel? Les compétences à avoir, il faut d'abord avoir assez de leadership. Voilà. Il faut avoir une bonne compétence en communication. Voilà. Parce que les propos que tu reçois, il faut savoir les transmettre. Oui. Si tu ne sais pas les transmettre, ça peut devenir après des conflits. Oui. Voilà. Donc, il faut avoir une bonne base en communication, en management. Il faut aussi avoir tout ce qui est respect. Oui. Oui. Ça, Voilà. ça compte Respect, aussi oui, du collaborateur. Parce que souvent, le collaborateur peut se dire, bon, comme il est à la direction, il peut se permettre de me parler n'importe comment, en fait. Mais l'essence et l'éthique même que j'ai apprise près de mon manager, c'est qu'il faut avoir beaucoup du respect pour autrui. Oui. Voilà. Lorsque autrui se sent considéré, respecté, il vous fait confiance. Voilà. Et quand un collaborateur vous fait confiance, vous avez tout gagné en fait. Parce que une fois qu'il vous fait confiance, il est prêt à donner 90% de ses forces en fait. C'est ça. Vous donner le meilleur de son travail en fait. Donc, tout ça, c'est ton quotidien avec ta directrice, hein, Oui. qui chapeaute tout ça. Exactement. C'est sur plusieurs hôtels. Normalement, Accor, c'est plusieurs hôtels à Abidjan. Exactement. Combien d'hôtels? Accor sur Abidjan, c'est 5 hôtels. 5 hôtels. Ah, Oui, quand 5 même. hôtels. Ok, d'accord. Oui, 5 hôtels. C'est des Ibis. Les Ibis, le Pullman, Mhm. les 2 Novotel, Mhm. voilà. Et celui d'Assigné dont... Bientôt. voilà, Il va ouvrir bientôt. exactement. Et toi, tu es sur le Novotel Plateau. Oui, le Novotel Plateau. Ok, d'accord. C'est une équipe de combien de personnes au sein de ta division? Une équipe de 10 personnes. Ok. 10 personnes. Parce qu'on a d'abord le directeur régional même Afrique, voilà. Et sur les 3 hôtels, on a une directrice des ressources humaines. Ok. On a 2 assistants RH chargés d'administration, recrutement. Voilà, on a une chargée juridique, une personne qui est chargée de formation. Ok. Voilà. Et qui est accompagnée sur les Ibis par des assistants RH aussi qui pilotent. On parle souvent de formation, on parle souvent de team building. C'est le rôle aussi de la division RH. Oui. Organiser des événements. Exactement. Souvent, ça a l'air un peu potache. Hein. C'est vrai qu'on dit team building, mais peut-être faire une petite soirée pour resserrer les liens. Exactement. C'est tout ça. C'est tout ça, en fait. Vu que chaque année, on organise la fête du personnel où le personnel vient vraiment s'éclater, s'amuser, se divertir. Et par derrière ça, dans les périodes de Noël, par exemple, de décembre, on a pas mal d'activités organisées pour le personnel, afin que le personnel puisse se sentir à l'aise, pour qu'il ne puisse pas se dire qu'on est dans une société un peu trop rigide en fait. Voilà. Donc, par exemple, là, d'ici la semaine prochaine, on a la fête, le Noël des enfants, Noël des enfants plutôt. Voilà. C'est un arbre de Noël. Exactement. Qu'on doit faire pour les 3 hôtels. Ok. Ah, pour les 3 hôtels, il y aura du monde. Il faut être sociable, en fait, pour être RH. Exactement, il faut être très sociable. Il faut aimer aller vers les gens. Nous qui avons, en tout cas moi qui ai ma batterie sociale qui se décharge très vite, autant je peux être très extraverti, mais autant je peux être très introverti et ma batterie sociale se décharge hyper vite. Donc, quand c'est comme ça, j'ai envie de voir personne. Gérer les énergies des gens. Je n'ai pas envie de gérer les énergies des gens et tout. Donc, je sais que ce n'est pas un métier qui est fait pour moi. Et toi, tu es quelqu'un... Est-ce que tu te considères comme quelqu'un d'extraverti?
Je dirais, je suis extrêmement Ah, extraverti. tu es extrêmement Oui. extraverti. Et ça, parfois, je me demande même si ça ne serait pas un problème Ah pour moi. ouais? Je suis extrêmement extraverti. Mais là, tout de suite, je ne te sens pas extrêmement extraverti. Ah bon? Je te sens un peu posé, très réservé, calme et tout. En fait, il faut dire que ce côté-là de moi, c'est tout un travail. Ok, Voilà, sinon je suis quelqu'un de très extraverti. ok. Voilà. Je ne suis pas quelqu'un naturellement. Certaines personnes ont tendance à me voir comme quelqu'un de souvent renfermé, Mhm, street. mhm. Mais je dis que c'est vrai que tu peux être extraverti, mais à la fois, il faut préserver, faire très attention Oui, à ce que tu transmets c'est comme ça. image, en fait. Ouais. Voilà. Parce que l'humain de nature, quand il voit que tu as une certaine faille, une certaine Tu es faiblesse, trop ouvert. trop ouvert, il peut avoir des écarts de langage, de Mhm. comportement. Voilà. Comportement déplacé. Exactement. Donc, il faut en même temps savoir garder l'équilibre, le juste milieu, et puis pouvoir aussi répondre, être là avec les autres. Comment tu as eu cette opportunité de rentrer dans le groupe Accor? Parce que c'est quand même 5 ans, c'est beaucoup, hein? Hmm. C'est pas négligeable. Donc, tu es bien installé, on va dire ça comme ça, au sein du groupe Accor, dans la division RH. Comment tu as eu cette opportunité? Il faut dire que cette opportunité, c'est une opportunité à laquelle je ne m'attendais pas. Pour faire un peu Mhm. long, d'abord, travailler même dans le groupe Accor, c'était un rêve. Ah, depuis longtemps. Oui, depuis longtemps. Ok. Voilà. Parce que je me souviens à une certaine époque où quand je passais devant le Novotel où je cherchais un emploi, Mhm. je m'arrêtais, je regardais l'hôtel. Novotel Plateau? Novotel Ah Plateau. bon, hein? Oui, je Ah ouais. m'arrêtais, je regardais l'hôtel. Et un jour, il y a deux de mes amis comme ça qui m'ont dit, Stéphane, vu que tu es en quête d'emploi, tu es diplômé en ressources humaines, Mhm. certains me conseillaient de rentrer à la fonction publique, Mhm. chose qui ne me passionnait pas Ouais. vraiment. Voilà. Et d'autres me disaient, bon, vu que il y a des organisations de personnes en situation de handicap, tu Mhm. peux te rapprocher de. Je disais toujours que je ne me vois pas en tant que personne en situation de handicap. Ouais. Voilà pourquoi je n'appartiens pas généralement à à une association de handicap, en Oui. fait. Voilà. Donc, C'est trop sectaire pour toi. voilà, en Ouais. fait. Et quand j'étais couché à la maison et ils m'ont envoyé une offre, non, un événement qui se faisait à la Kestab. Ok. Voilà. C'est un de mes amis là qui m'a envoyé. Et quand il m'a envoyé, je lui ai dit, bon, ok, il n'y a pas de souci. Et j'ai compris, je vais aller voir, vu que c'était, comment on appelle, une journée d'emploi, d'Handi-Emploi, voilà. Une journée d'Handi-Emploi, où quand je suis je n'ai pas d'abord répondu même. Parce que c'est Handi Emploi, Emploi. donc c'est une journée carrière pour les Personne personnes en en situation situation de handicap. Ouais. Exactement. Donc, c'est comme ça qu'il m'a envoyé l'information. Donc, bon, j'ai banalisé d'abord Oui. l'information. Mm. Et après, il y a un second ami encore qui m'a dit, ah, mais il y a un truc, on dit emploi à la caisse table, va voir. Bon, je me suis dit, deux personnes, ça fait de trop. Il faut un peu C'est accorder. un signe. Voilà, il faut un peu accorder du crédit au signe, en fait. Donc, c'est comme ça que je m'élève, je vais à la caisse table, je duplique mon CV. Mm. Il y a une panoplie d'entreprises. J'ai dit, waouh, Ah, finalement, finalement. tu as bien fait. Donc, je dépose mon CV un peu partout et je vois Accor Hôtel. J'ai dit, ah, Accor est ici. Donc, je vais déposer mon CV. Je demande, on me dit, ici, les CV qu'on recherche, c'est plus des CV cuisine, restaurant, Mhm. pâtissier, femme de chambre. Je dis, bon, ok, moi, j'ai fait les ressources humaines. Il dit, bon, vraiment, on n'est pas Ça ne nous trop. intéresse Voilà. pas. Mais je dis, bon, je dépose quand même. On ne sait jamais. Donc, c'est comme ça que j'ai déposé. Et après ça, je suis allé, il y avait aussi Decathlon, Mhm. où j'ai déposé mon CV. Vu qu'à la base, j'ai travaillé chez MTN en tant que Ok. commercial terrain. Ok, d'accord. Voilà. Donc, j'ai une connaissance du monde du terrain, en fait. Mhm. Donc, c'est comme ça que je vais déposer mon CV chez Decathlon. Quelques temps après, il y a la RH de Decathlon qui m'appelle pour un entretien. Je suis pris chez Decathlon pour une période d'essai. Et là, il faut dire que c'était un travail vraiment physique pour moi. Oui, parce qu'on parle de sport et Oui, tout. exactement. Ouais. Donc, quand j'étais chez Decathlon, j'ai fait une période de 6 mois. Mhm. Voilà.
Et après, bon, mon contrat a été résilié. Et là, j'étais vraiment cassé moralement. Ouais. Et il y a mon père qui m'a dit, Stéphane, tu sais, euh, tu n'es pas fait pour travailler dans une entreprise de sport et autres, en fait. Ça va te fatiguer. Toi, tu es fait pour être dans un bureau. Je disais, mais le vieux. Donc, c'est comme ça que j'étais là, j'étais sans emploi toujours. Et quelques temps après... Là, on est en quelle année comme ça? Là, on est en 2022. Ok. 22. Quelques temps après, mon père décède. Oh. Voilà. Ouais. Et pendant ses obsèques, j'ai reçu un coup de fil. Je suis couché sur une natte en train de jouer avec ma nièce. Ouais. Et j'ai reçu un coup de fil. Monsieur, on vous appelle, on vous contacte pour un entretien de stage. Voilà. Sur Ibis Plateau. Waouh. Ouais. Donc, je m'élève, je vais à l'entretien. Voilà. Un premier entretien qui se passe bien avec la RH. Après, je suis recontacté pour un second entretien. Cette fois-ci avec la RH et le DG de Ibis Plateau. Ibis Plateau. Pour un stage. Donc, c'est comme ça que je vais rencontrer les différents DG et puis voilà, je fais l'entretien, je passe l'entretien. Et quelques temps après, on me dit que j'ai été retenu. Wow. Voilà, vu qu'on était 2. OK. Voilà, on me dit que j'ai été retenu pour ce stage-là. Donc, je commence mon stage à Ibis Plateau en tant qu'assistant RH. Je fais 4 mois par là. Et ma DRH me dit, bon, Stéphane, je veux que tu viennes avec moi sur le Novotel pour que tu t'amplifies du métier RH. C'est vrai que c'est Ibis, mais avec le Novotel, je crois que tu auras plus une belle immersion, tout et tout. Donc, je dis, OK, je vais au Novotel. Et là, je fais un autre stage. Voilà, je suis reconduit du stage en stage. 1 an de stage. Ah ouais, voilà. beaucoup, un an de stage. 1 an de stage. Et... Mais c'est quand même des stages rémunérés ou bien? Oui, c'est quand même des stages parce que j'allais me dire, ça va être chaud. Hein? Non, c'est quand même des stages OK, rémunérés. d'accord. Et il faut dire, après ces 1 an de stage, on me passe en CDD. Voilà. Après ce CDD, je passe automatiquement en CDI. Voilà. Donc, voilà un peu... Et tu restes là. Et je reste là. Voilà comment je me suis un peu immergé dans le monde du Novotel, avec les collaborateurs, voir des DG venir, des DG partis. Est-ce que tu as eu l'occasion, toi aussi, puisque c'est un grand groupe qui est un peu partout dans le monde, tu as eu l'occasion dans ces 5 ans de voyager également pour aller voir d'autres hôtels Accor, aller en immersion et tout? Ah ben, je te le souhaite, il faut. C'est quand même le groupe Accor, c'est un grand groupe. Exactement. Partout dans le monde, il faut que tu ailles en immersion avec d'autres équipes RH pour découvrir leur méthode de travail et tout. C'est bien les Zooms, comment on dit, les Teams. Les Teams. Mais il faut aller sur le terrain. Exactement. Donc, voilà un peu comment j'intègre Novotel, voilà comment je m'installe, voilà, avec ma collaboratrice avec qui je travaille en temps plein. Voilà. Est-ce que parce que tu disais que tu ne voulais pas, tu n'as jamais été intéressé à intégrer donc les associations de personnes en situation de handicap, parce que tu ne te considères pas comme une personne en situation de handicap. Tu t'es toujours identifié comme Stéphane Zunon tout court. Voilà. À un moment donné, dans tes recherches d'emploi, est-ce qu'on t'a jeté au visage, malgré le fait que tu ne le voulais pas, on t'a jeté au visage ton handicap? Non. OK. Non. On ne m'a... Ça a toujours été fluide. Oui. Quand tu es arrivé à l'entretien donc avec Accor, est-ce que tu as senti des regards? Il faut dire les regards, on me regarde toujours. On se pose des questions toujours. Ouais. Parce qu'avec ma prothèse, certaines personnes se demandent si c'est un malin. Un quoi? Si c'est le malin, en fait. Le malin? Oui. Genre le diable, quoi? Non, le malin. OK, d'accord. Voilà. Si je fais ça juste... Genre le malin, quoi, sérieusement. Ah oui? Mais d'autres aussi se demandent mais pourquoi il porte cette chaussure qui est aussi proportionnelle à l'autre. Voilà, donc certains se posaient des questions. Ouais. Mais moi, comme je te l'ai dit, hein, je me suis toujours vu comme une personne
normal, Mhm. tranquille dans ma tête. Voilà. Comment on grandit avec cet handicap? Déjà, quand tu dis prothèse, c'est-à-dire Hmm. que c'est une chaussure qui a été faite spécialement pour toi. Hmm. Tu as plusieurs paires de ce type? Oui, oui. J'ai plusieurs paires de ce type. Ok, d'accord. Voilà. Maintenant, tu m'as demandé tout à l'heure Mhm. comment on grandit avec Oui, ce un handicap. handicap. Voilà. Il faut dire, grandir avec un handicap, c'est quelque chose que je ne souhaite pas à qui que ce soit. Parce que tu serais traqué par le regard des autres, Ouais, critiqué, jugé, ouais. sans être compris. Et moi, ça a été vraiment quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup affecté dans les débuts, Mhm. après ma sortie du CHU de Yopougon. Ok. Voilà. Parce que d'abord, mon handicap, je l'ai eu suite à une erreur d'opération. Tu n'es pas né avec. Non, je ne suis pas né avec. Je l'ai eu suite à une erreur d'opération. On est en quelle année quand l'erreur médicale arrive? 96, 17, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai souffert d'une malformation, un pied hacké. Donc, Ok. mon père avait voulu juste redresser parce Tu avais quel âge? j'avais, je pourrais dire, 4 ans, 5 Ouais. ans. Par là. Ouais. Donc, ils avaient voulu redresser juste mon pied suite à des injections, des choses de la médecine vraiment, quoi. Ah, ok. Donc, tu avais eu le pied arqué à Hmm. cause de ces injections qui avaient été mal Non, faites. j'avais le pied hacké. Tu avais le pied Pied arqué. hacké. Ok. Et papa voulait juste redresser le pied. Ah, Voilà. le père. Et à la suite de cela, il y a eu une erreur de la médecine, voilà, qui, dans le processus, s'est mal déroulé. Donc, j'ai carrément eu le pied qui est mort, le plat du pied. Le plat Donc, du pied. oui, le plat du pied. Il est mort. Il est mort. Ça veut dire quoi exactement? Quand je parle du plat du pied, je parle de ça. Mhm, mhm. Vous voyez un peu. Et on m'avait fait une anesthésie qui a dépassé son temps de délai, Ouais. ce qui après a tué carrément les nerfs. C'est dans Voilà. quelle chute ça s'est passé? Je suis, je suis de Yopougon. C'est grave, c'est une grosse erreur médicale, ça. Je suis de Yopougon. Parce que déjà, accepter de pratiquer ça, c'est juste une opération esthétique parce que Oui. tu as 4 ans. Oui, Tu as exactement. le pied arqué. Moi, je connais des parents qui ont des enfants qui ont le pied arqué, qui vont jamais penser à aller faire une injection. En fait, c'est pas que c'est fait une Oui, injection. oui. Il faut dire que il y a des personnes qui sont extrêmement hackées, Mhm. voilà, qui, au fil du temps, risquent d'avoir des problèmes au niveau de la colonne vertébrale, en Ok. fait. Voilà. Donc, c'est dans ce sens-là que C'est le médecin qui a préconisé ça, c'est le médecin. pédiatre. Oui, parce que avant de faire une opération, Mhm. on te fait suivre une anesthésie. Mhm. Voilà. Et c'est suite à cela que ça s'est déroulé. Donc, en fait. l'anesthésie a été mal faite. Exactement. Ça, normalement, ça se poursuit en justice. Et c'est allé en justice. Ça allait en Oui, justice. oui. Qu'est-ce qui s'est passé en justice à ce moment-là? J'ai été dédommagé. Il faut dire que dans ce temps-là, ils ont proposé à mon père, vu que c'est lui qui était responsable de moi, soit le CHU me suit jusqu'à ce que je devienne majeur, ou soit on me dédommage financièrement. Mhm. Papa a voulu que je sois dédommagé financièrement afin que lui-même il puisse suivre l'évolution de mon parcours, de mon avenir, tout et tout. Ça a Donc, été combien de dédommagement? les dédommagements, ça allait dans les 200 et quelques millions par là. Ok. 200 et quelques millions. Ce qui a permis d'aller de prothèse en prothèse parce qu'une prothèse, vraiment, en Côte d'Ivoire, ça coûte extrêmement cher. Ouais, puisqu'on ne les fabrique pas ici. Oui, oui, exactement. Mais aujourd'hui, je pense qu'ils ont commencé déjà à les fabriquer ici Mhm. parce que ils ont un atelier de prothèses au niveau de Cocody. Aussi, il y a un atelier de prothèses. On se dit souvent, voilà, je pense que ça, c'est un exemple. Hein. Hmm, Il y a malheureusement beaucoup d'erreurs médicales hmm, et beaucoup de personnes, soit de parents ou de personnes qui sont touchées par ces erreurs médicales, réchignent à aller vers la justice, à prendre un avocat pour porter plainte. hmm. Vous avez été victime d'une erreur médicale, il faut porter plainte. Il faut Exactement. aller en justice pour réclamer ses droits parce que c'est Exactement. votre vie. C'est ça. Vous n'êtes pas mort, heureusement, mais vous avez des séquelles à vie. Exactement. Alors que vous veniez pour vous soigner, en fait. Et donc, ça prouve que quand vous allez jusqu'au bout, même si ça prend du temps, il y a des cas qui peuvent prendre 5 ans, des cas qui peuvent prendre Effectivement. 10 ans et tout, mais la justice
en tout cas, fera son travail. Il y a des cas, il y a de nombreux cas. Quand vous regardez les cas de jurisprudence qui sont disponibles gratuitement en ligne sur les sites juridiques en Côte d'Ivoire, il y a plein de cas où la justice donc, a ordonné que l'hôpital, que ce soit l'hôpital public ou l'hôpital privé, la clinique, paye, donc dédommage les victimes de ces erreurs médicales. Et Stéphane en est un exemple. Donc, il faut porter plainte quand vous ou quelqu'un de votre famille est victime d'une erreur médicale. Ça peut prendre du temps, ça peut coûter un peu d'argent parce qu'il faut payer l'avocat, mais il ne faut pas laisser passer, en fait. Et là, donc, tu grandis, tu as 4 ans. Ça me touche, hein, parce que mon fils a 4 ans, mon dernier, il a 4 ans. Donc, ce genre de choses, là, ça me touche beaucoup. Tu n'as rien demandé et tu as cette malformation, ce handicap. Exactement. On va dire, tu es à la maternelle, hein, donc tu es petit, le primaire ensuite. Est-ce que tu as pu aller à l'école tout de suite? Non. Ouais. Sincèrement dit, j'ai commencé l'école à l'âge de 8 ans. Ah ouais. Parce que j'ai tapé 2 années supplémentaires au CHU de Yopougon. Ah wow. Et il y a la crise de 99 même. Oui. Avec Guy Robert. Exactement, qui m'a trouvé là-bas. J'ai été libéré du CHU sous des balles. C'est pas vrai? Oui. Ah donc, au moment où il y a eu le coup d'État de 1998, tu étais à l'hôpital avec tes parents? Avec mes parents. Et vous étiez, comment on dit, piégés? Oui. Il faut dire que c'est à la suite de cela que nous sommes sortis. Hein, parce que papa, c'était quelqu'un de vraiment connu, tout et tout. Voilà, donc après mon amputation, il faut dire... Tu as été amputé? Oui, j'ai été amputé. Après l'amputation, vu que le pied était mort, je ne pouvais plus. Il fallait qu'on amputait. Sinon, les nerfs risquaient d'affecter le reste du pied. Voilà. Donc, papa a demandé à ce que... J'ai été amputé même d'abord, même sans qu'il soit informé. Waouh, attends, on va faire une pause. Donc, attends. Tu restes au CHU de Yopougon. Il y a eu cette erreur médicale. Donc, le plat de ton pied, il est mort. Tu as 4 ans. Et il t'ampute sans informer ton père d'abord. Exactement. Mais je vais soulever le CHU. Je vais le démonter. Exactement, c'est ce que papa a fait. Il a failli brûler le CHU. J'ai brûlé le CHU. Et... Comment vous pouvez amputer un enfant de 4 ans sans informer son père? Il a failli brûler. Comme on le dit, il a pété un câble, franchement. Il a pété un câble, failli brûler le CHU. Parce que... et puis en plus, c'était quelqu'un de très, très connu. À Abidjan. Voilà. Je ne sais pas si vous avez... Comment il s'appelait? L'empereur Zeus Darus. L'empereur Zeus Darus. Darus, ok. Oui, celui qui a fait la publicité de Box au Libra. Oh, ok, d'accord, oui, je vois. L'un des plus grands zigéi, comme on le dit, voilà, de la Côte d'Ivoire. Donc, à la suite de cela, il faut dire que tous ses amis, les Louba et autres, ils avaient encerclé le CHU à l'époque. Il y a de quoi? Donc, quand ils ont appelé, les responsables du CHU ont appelé un peu plus haut, tout et tout, on est allé dans ce procès-là. C'est à la suite de ce procès-là que on a gagné le procès. J'ai été dédommagé. Quand je suis sorti sous les balles du coup d'État 99, ce n'était pas vraiment facile. Et voilà, il y avait aussi... Je devais être confronté maintenant à ma nouvelle vie. Ouais, que tu n'as pas demandé. Oui, parce que là, les amis avec qui je fréquentais dans l'enfance me regardaient différemment. Ouais. D'autres parents ne voulaient pas que les enfants se rapprochent de moi. C'est tellement bête de leur part. Tellement bête, des adultes. Donc, Dieu merci que j'avais des frères. J'ai 5 frères et une sœur. Ok. Voilà. Qui ont su, au début de ce processus-là, m'accompagner véritablement. Ouais. Et par moi-même, à Agne, tout et tout, quand je suis sorti de là, je devais maintenant commencer à aller à l'école. Et trouver une école pour moi, ce n'était pas vraiment facile. Parce que certaines écoles demandaient qu'on me mette dans une école spécialisée pour les personnes en situation de handicap. Alors que tu réfléchis, tu es normal, tu n'as pas de problème, c'est juste ton pied. Voilà. Donc, il y avait des écoles qui m'ont refusé. Comme ça, jusqu'à ce que une école privée m'accepte. Donc,
toute ma vie, toute ma carrière, en tant qu'élève, j'ai porté le pantalon comme un collégien au primaire. Ouais. Donc, certaines personnes se posaient des questions sur mais pourquoi il est au primaire, il porte un pantalon. Je porte le pantalon Mhm. pour juste fermer, bien conditionner la prothèse, en fait. Mhm. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'à l'école, le regard des autres, les jugements, comment dirais-je, il y avait certaines personnes qui, dans ma condition, voulaient forcément m'influencer, me dominer. Te Donc, dominer. oui, Te faire c'est-à-dire, du mal, en fait. voilà, moi, je suis celui-là qui est à l'école, qui est fort. Donc, toi, viens, donne-moi ton pain. Ah oui, oui. Voilà, Comment on dit, du racket. exactement. Harcèlement et racket. Des harcèlements, merci. Donc, c'est comme ça que toute mon enfance, hein, je dis bien toute mon enfance, j'étais confronté à ça. Jusqu'à ce qu'un jour, je me dis, non, là, il faut que ça cesse. Ouais. Là, il faut que ça cesse. Donc, c'est comme Ça ça a que... continué jusqu'au lycée? Non, Ça s'est arrêté c'est au au primaire? primaire, Mhm. rapidement. Donc, une fois, j'ai commencé à m'imposer face à ça. Voilà. C'est vrai que mon père me disait, ne te bagarre pas, tu n'es pas comme les autres, tu n'as pas le physique qu'il faut. Mais je me disais que malgré ma condition physique, il faut que j'aille au combat. Ouais. Parce que quand tu es une personne en situation de handicap, il faut montrer au monde que ton handicap, il est physique, mais il n'est pas mental. Mhm. Tu peux être une personne handicapée physiquement, mais avoir un mental d'outsider, Ouais. de vrais guerriers, en fait. Donc, c'est comme ça que je m'opposais à chaque fois que j'étais harcelé. Voilà. Jusqu'à ce que le respect s'établisse. Après, je vais au collège, c'est aussi les mêmes choses, jusqu'à ce que je me suis battu, je me suis vraiment battu pour faire cesser les harcèlements. C'était en quelle classe au lycée? Au lycée, ça commençait de la 6e à la 3e. Hein. Non. Voilà. Jusqu'à ce que ça cesse définitivement. Jusqu'à ce que je devienne, comment dirais-je, délégué de conseil scolaire. Ok. Voilà. Où j'ai carrément, réellement imposé le Tu respect. les as bien bottés, quoi. Non, pas vraiment. Je n'étais pas celui-là qui aimait vraiment la bagarre. Mais je dis que je me bagarrais pour imposer le respect. Quand tu me harcèles et que tu te dis que celui-là, à cause de son handicap, il ne peut pas se bagarrer à moi, je vais l'influencer. Moi, je te dis non, tu m'arrêtes ça, en fait. Ouais. C'est vrai que j'ai un handicap, mais je ne suis pas handicapé mentalement. Voilà comment j'ai imposé le respect. Et à la suite de cela, j'ai continué mon parcours à l'école. J'étais beaucoup confronté à des situations qui faisaient que parfois je manquais de confiance en moi. C'est quoi les professeurs Il y qui te avait faisaient sentir ça? Oui, il y avait des professeurs qui me faisaient sentir ça. Il y avait des collègues de classe, des amis de classe qui me faisaient sentir ça. Et avec le temps, j'ai pu faire ce travail-là sur moi pour ne plus. C'est vrai que ça affectait mes résultats parfois. Oui, Donc, j'imagine forcément. je m'arrangeais toujours, malgré tout ça, à être au moins dans la moyenne. Voilà. À être toujours dans la moyenne. Voilà comment est-ce que j'avance. Dans quelle matière tu excellais le plus? La philosophie. Ok. La philosophie. Et quand après la classe de 3e, seconde, première, je rencontre un ami qui me fait découvrir le développement personnel. Je commence à lire beaucoup. Par quel livre tu as découvert le développement personnel? J'ai découvert le développement personnel par l'art de parler en public de, comment il s'appelle, Dale Carnegie. Ok. Voilà. J'ai beaucoup lu ce livre-là. Je me suis exercé avec ce livre-là. Après ça, j'ai acheté d'autres livres. Donc, j'ai commencé à acheter des livres de développement personnel un peu trop tôt. Et à la suite de cela même... Après, tu dis un peu trop tôt, tu as commencé à acheter des livres de développement personnel. Oui, quand j'ai dit un peu trop tôt, c'est-à-dire en classe de 3e, c'était des choses qui n'étaient pas vraiment répandues. Ouais. Voilà. Les jeunes de ton âge ne lisaient pas de quand ils livres. me voyaient... Ouais. Dis-le, il se prend pour qui? Oui, il se prend pour qui, en fait. Donc, j'achetais des livres un peu, je suivais des podcasts sur YouTube, tout et tout. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler mon mental, en fait.
jusqu'à ce que je passe le bac. Et il y a des professeurs qui n'avaient même pas confiance en moi. Ils me disaient, toi, on n'est pas trop sûr que toi, tu aies ton bac. Comment on peut être professeur et puis dire ça de son élève? C'est Mais tellement petit. Mais bonne chance. Certains me disaient, bon, si tu as eu, c'est une question de Dieu. Je disais que moi, même si je ne suis pas le premier des classes, je vais avoir ce bac. Et c'est la philosophie qui me donne mon bac. Ouais. Donc, c'est comme ça que... C'est un bac série littéraire. Oui. C'est comme ça que j'obtiens mon bac. Je m'oriente dans les ressources humaines. Je fais 2 années au groupe locaux. Au groupe locaux? Oui. 2 années au groupe locaux et je suis délégué de classe. Voilà. J'excelle bien. Voilà. J'obtiens mon BTS. J'avais envisagé continuer, mais compte tenu des circonstances de la vie, voilà, j'ai préféré me lancer dans le monde professionnel. Ah, c'est à ce moment-là que tu avais perdu ton... Exact. Non, peut-être bien avant ça. Bien avant? Oui, bien avant ça. Tu as beaucoup parlé de ton père et ta mère. Il faut dire que ma mère, je l'ai perdue très tôt. OK. Oui, j'ai perdu ma mère très tôt et je n'ai pas vécu avec elle en tant que telle. Voilà. Parce que tout petit, les parents se sont séparés, chacun a refait sa vie. Voilà. Mais j'avais la visite régulièrement de ma mère. Je parle beaucoup de mon père parce que j'ai beaucoup vécu avec lui, il m'a beaucoup inculqué T'as des beaucoup valeurs. influencé. Exactement. Aujourd'hui, concrètement, ton handicap, c'est donc une prothèse que tu portes Exactement. à partir du genou. Non. Avant, elle était à partir du genou, À mais partir du maintenant, genou. elle est au niveau je dirais, du tibia. Le Là. tibia. À Là. partir d'ici. Oui, oui. OK, d'accord. Et là, donc, toute la semelle, c'est une semelle compensée Exactement. qui a été fait spécifiquement pour toi, Oui, exactement. par rapport à ton pied. Exactement. Quand on le voit, on a l'impression que c'est hyper lourd. Exactement. C'est lourd. Non, en fait, je m'attendais à ça, en fait. Ouais, parce que je veux dire, quand tu regardes la semelle, tu te dis, mais c'est une plateforme, mais qui est hyper lourde. Comme il arrive à marcher avec. En fait, beaucoup se posent cette question. Je dis toujours qu'elle n'est pas lourde. C'est quoi? C'est de la gomme qui est en bas? Bon, c'est une forme de bois. De bois? Oui. Ah, c'est pas de la gomme? C'est pas de la gomme, c'est une forme de bois très léger, fin. Je peux toucher? Oui, allez-y. Et tout ici, c'est du... Là, c'est la prothèse. Oui, là, c'est la prothèse. Là, c'est la prothèse. Oui. Okay, là, c'est du bois. Voilà. Okay, et c'est un bois qui... C'est léger. C'est très léger. Certains me demandent, mais comment c'est pas lourd pour toi? Je dis non. Ah, ça? Vraiment, on a l'impression que c'est lourd. Mais dans ce cas, quand tu enlèves la chaussure, tu te déplaces avec une béquille dans la maison? Tellement je suis pas habitué à ces genres de choses-là. Ouais. Ma seule chose, c'est ma prothèse. Si je dois me déplacer quand j'enlève, c'est que je vais la reporter. Non, je veux dire par exemple, tu es en short, comment on dit, en chocoto à la maison, tu es en Oui. short à la maison et tout. Tu portes quand même la prothèse? Oui, je quand porte tu es en la short à la maison? Oui, je porte Ah, la ok, prothèse. d'accord. Voilà. Je porte la prothèse. T'as pas envie des fois de... Prendre béquille. Oui. Non. En fait, c'est toutes ces choses-là, en fait. Tu veux pas? Dès le bas âge, je me suis déshabitué à tout ça, en fait. Ok. Même ces histoires de chaises roulantes, Ouais, par-ci, non, par-là. oui. Ce sont des choses que j'ai calmement éradiqué ça de ma tête, en fait. Ouais. Mon seul appareil, ma prothèse. Même si je suis sans ça, je me déplace avec un pied. Ou je peux m'appuyer sur le pied amputé pour marcher. Tu peux t'appuyer donc, mais là, tu fais appel à ta hanche. Exactement. Ça c'est un peu plus douloureux. Exactement. C'est un peu plus douloureux. Mais aujourd'hui, donc, avec ta prothèse, au quotidien, tu arrives à te déplacer facilement au quotidien? Oui, j'arrive à me déplacer facilement. La seule chose aujourd'hui que je cherche à réintégrer dans mes habitudes, c'est courir. Courir? Oui. Avant, avec les anciennes prothèses, j'avais cette capacité-là. Mais pourquoi les anciennes prothèses pourquoi tu ne portes pas les anciennes prothèses? C'est une question d'état d'esprit, en fait. C'est pas comme si avec cette prothèse-là, je ne peux pas courir, mais j'ai été tellement bloqué. Moi-même, c'est un blocage psychologique, en fait. Parce que je me disais qu'avec cette prothèse, est-ce que je peux? Non, je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Et je suis resté dans ça jusqu'à maintenant. Donc, le seul mouvement que je ne puisse pas faire aujourd'hui, c'est de courir. Tu as déjà essayé avec ça?
Oui, j'essaye, mais quand j'essaye, je ne me sens pas. Donc, je me dis, le je peux pas me domine, en fait. Ouais, ouais. C'est Donc, un du coup, blocage. voilà. Mais les premières prothèses n'étaient pas en bois? Elles étaient faites à la fois de bois et de gomme, en fait. Oh, ok, Voilà. ouais. Ça, c'est plus léger aussi. Exactement. Et tu vis aujourd'hui en couple. Oui, Depuis combien de temps? 2 ans. 2 ans. Oui, oui. Comment elle s'appelle? Inès. Inès. Bonjour Oui. Inès. Vous avez un enfant? Oui, qui Il a quel a âge? 1 an. 1 an. Comment tu l'as rencontré? Inès, on s'est rencontrés au cours d'une soirée. Hmm. Au cours d'une soirée, elle était avec des amis. Voilà. On a juste sympathisé, discuté, voilà. Et puis, on a échangé les contacts. Après, on a fait connaissance. Ça t'a surpris qu'elle tout de suite se rapproche et tout parce que Oui, en off, tu ça, me disais que c'est pas forcément évident, en tout cas oui, pour les personnes en situation de handicap, de exactement. trouver l'amour sans être jugé. Sans être jugé. Parce que c'est quelque chose que j'ai vécu. À J'ai plusieurs connu reprises. beaucoup de déceptions dues à mon handicap. Ouais. Beaucoup de déceptions. Et avec elle, on se fréquentait, on se côtoyait. J'ai compris que c'est une personne qui me voyait au-delà de mon handicap. Une personne qui avait beaucoup placé aussi sa foi en moi, en Hmm. fait. Voilà comment on a commencé à marcher ensemble. Ouais. Jusqu'à ce que je lui fasse des avances. Voilà. Ça m'a même surpris qu'elle m'ait accepté. Pourquoi? Tellement que j'étais beaucoup. Je croyais beaucoup que toutes ces déceptions, aucune femme même ne voudrait de moi. Ouais. Parce que certains disent, non, il a un handicap. Et puis, il faut dire que souvent, certains rejets sont dus à l'entourage des autres. Mhm. Moi, j'ai connu pas mal de personnes, des, des jeunes filles voilà, que j'ai beaucoup appréciées, qui ont dû faire fi de tout ça pour s'éloigner. Est-ce qu'on Voilà. leur a dit, ah, mais qu'est-ce que tu fais avec lui? Il a un handicap, toi. Ouais. Regarde-toi, toi, tu es belle. Tu vas faire quoi avec quelqu'un qui a un handicap? Ça ne te ressemble pas. Ouais. Et ce sont des choses qui m'ont beaucoup affecté. Jusqu'à ce que je décide de mettre un stop à tout ça. Mais ça ne m'a pas empêché de continuer que malgré l'handicap, il faut croire en l'amour. Tu n'as pas frôlé la dépression à un moment donné, avec Non. toutes ces déceptions et tout. Pas la dépression, mais une pause. Hmm. Une pause Tu en avais affective. marre. Oui. Je me suis dit que ce qui doit venir à moi, elle viendra à moi. Hmm. Si tu ne peux pas accepter à cause de ma condition, pas la peine que je m'attarde sur toi, en fait. Ouais. Parce que je suis un peu narcissique, je m'aime beaucoup. Tu es narcissique. Il faut lister tous tes défauts en même temps. Tu es narcissique et puis, Je m'aime beaucoup. en fait, tu as dû tellement... Ça, c'est l'effet des livres de développement personnel. Tu les as lus tellement très tôt que pour compenser donc ce manque et tout, cette Exactement. confiance en soi, pour booster cette confiance en soi, le verre a débordé. Exactement. Tu pouvais prendre des heures à me regarder Dans le miroir. Oui, Ah ouais? jusqu'à m'apprécier à un certain niveau, en fait. Donc, quand une fille me dit que elle ne me veut pas, je dis c'est elle qui perd beaucoup. Hein. Que moi, je m'aime. Enfin, j'ai Moi, pas je besoin de m'aime. toi. Voilà. Donc, c'est comme ça que je continuais. C'est comme ça que j'ai continué tout au long de ma vie, voilà, jusqu'à ce que je croise Inès, qui m'a accepté, Hmm. qui m'a respecté, avec qui j'ai traversé beaucoup de choses, Hmm. beaucoup de jugements, beaucoup de critiques, mais on est allé. Parce que quand vous sortez ensemble, on vous regarde forcément. Oui, on nous regarde, on nous regarde. Mais elle m'a démontré par A plus B que elle est avec moi pas à cause de... Elle n'est pas avec moi juste par pitié, mais Ouais. elle est avec moi parce qu'elle m'apprécie. Voilà. Et tu comptes la demander en mariage? Oui, oui. Je compte la demander en mariage. Très bientôt. La surprise. Cette année, l'année prochaine, l'année prochaine, on verra bien. On aura l'information. Aujourd'hui, tu as quel âge? Aujourd'hui, Stéphane a 33 ans. 33 ans. Oui. Et tu te projettes? Parce que là, en ce moment, tu as déjà fait 5 ans
dans cette entreprise. Tu es passionné de RH, comme tu l'as dit, de développement personnel. Et en plus, tu pilotes un projet très intéressant, je trouve. Oui. Donc, tu peux me parler un peu de ce projet que tu pilotes? En fait, avec Accor, chaque novembre, voilà, il lance un programme World Geo Day. OK. Voilà. Un programme qui permet aux personnes en situation de handicap à vivre une immersion extraordinaire dans le monde de l'hôtellerie. OK. Voilà. Et cette immersion-là aussi, je l'ai fait. Je suis passé aussi par cette immersion-là. Donc, au fur et à mesure, on sélectionne des personnes en situation de handicap. On les invite à une immersion, voilà, de 2-3 jours sur nos différents hôtels et où on les affecte dans différents services, que ce soit la réception, la direction, la comptabilité, la restauration, la cuisine, le service Dans étage. tout le groupe Accor? Oui. Ah, OK, d'accord. Et on les fait vivre cette immersion-là. Ça, c'est bien. Et à travers cette immersion-là, on essaie de détecter des talents. Détecter des talents, et c'est à travers ces talents-là qu'on peut donner des opportunités, des stages, même si ce n'est pas forcément un CDI, déjà donner une feuille de route voilà, à ces personnes-là. Et c'est comme ça que l'année passée, j'ai aussi piloté ce projet. Cette année, j'ai piloté aussi ce projet-là qui s'est très bien fait, même si, je crois bien, Ibis Plateau, on a une personne qui a été retenue pour un stage, voilà, qui va commencer, je crois bien, d'ici la semaine prochaine. Qu'est-ce que tu penses de la représentativité des personnes en situation de handicap dans le secteur, on va dire, industriel, les entreprises, le secteur tertiaire, secondaire? Est-ce qu'on les voit réellement? Parce qu'un projet comme celui que tu viens de présenter, je connais très peu d'entreprises. En tout cas, je pense que je connais très peu d'entreprises qui le font. Ou bien peut-être qu'ils ne communiquent pas là-dessus. Après, ça dépend. Mais je trouve que c'est super d'avoir la possibilité de proposer aux personnes en situation de handicap cette immersion dans le monde professionnel et de leur offrir des opportunités. Tu vois, en général, malheureusement, c'est des stéréotypes. Quand on pense à des emplois, bon, c'est l'État qui va mettre des quotas pour la fonction publique. Je trouve que c'est un peu réducteur, mais bon, c'est quand même de l'emploi. Mais on ne voit pas beaucoup d'entreprises du secteur privé qui communiquent là-dessus, sur leurs initiatives vers ces personnes. Effectivement, il faut dire que le monde du secteur privé est un monde aujourd'hui, je ne dis pas ça pour dénigrer, voilà, mais rares sont ceux qui mènent des actions dans ce sens-là, en fait. Voilà. Parce qu'il faut dire que les personnes aussi en situation de handicap sont vraiment, n'ont pas réellement accès au monde de l'entreprise. Voilà. La grande majorité aujourd'hui des personnes en situation de handicap sont beaucoup à la fonction publique. Voilà. Et moi, aujourd'hui, voir Accor mener cette action-là, voilà, qui est cette activité internationale-là, qui est vraiment à saluer pour moi, en fait. Et pour moi, je sensibilise aujourd'hui la majorité des entreprises réellement à aussi accorder. Parce que il y a une chose que beaucoup d'entreprises privées ne savent pas, il y a d'énormes talents à gagner dans les personnes en situation de handicap. Il y a d'énormes talents. Et aussi, il faut aller à la découverte de l'homme, en fait. Voilà. Moi, il faut dire que mon premier entretien avec ma DRH a été... oui, je me suis dit qu'elle allait d'abord regarder mon handicap. Mais non, elle regardait plus la personne. Cette personne-là qui avait envie d'intégrer. Voilà. Cette personne-là qui avait aussi des choses à proposer. Et je dis que pour les personnes aujourd'hui en situation de handicap, de ne pas se voir comme des personnes limitées. Ils ont des qualités, des compétences à vendre, à proposer sur le marché. Je discute avec beaucoup de personnes en situation de handicap que je sensibilise, avec qui souvent j'organise des webinaires, dont je sensibilise pour leur dire, vous avez des qualités, des compétences, il faut savoir les vendre. Arrêtez de commander du travail. C'est ça. Et puis même, malheureusement aussi, je trouve que
on met dans une catégorie certaines personnes en situation de handicap. Après, bon, peut-être chacun fait son choix. Hein. Dans la comédie, être des bêtes de foire et tout. Ça n'aide pas forcément, en fait, ces personnes, en tout cas, à mon avis. Non, ça n'aide pas forcément. Parce que finalement, l'opinion publique grandit avec cette mentalité de « OK, on s'amuse ». C'est des personnes qui décident de rire donc de leur situation. Mais à force de trop rire de sa situation, on est difficilement pris au sérieux, surtout pour un environnement comme le secteur privé, par exemple. Exactement. Exactement. Je suis pleinement d'accord avec toi sur ce point-là. Parce que aujourd'hui, les personnes, il faut dire que il y a certaines personnes en situation de handicap qui, par trop de complexes, décident de décomplexer en se mettant dans cette position, ouais. Et moi, je dis non, en fait. C'est de l'extrême, en fait. C'est que je décide tellement de rire, voilà, de passer en dérision parce que après, ma situation. Le vrai problème, c'est que il y a cette vie où tu te fais passer pour un humoriste, celui-là qui fait rire l'assemblée, mais il y a la vie que tu as à huis clos. Ouais. Et cette vie-là va te confronter à ta réalité dans 10 ans. Ouais. Qui est-ce que tu deviens? Voilà pourquoi moi, j'exhorte beaucoup les personnes en situation de handicap à appeler à leur génie. Ouais. Créateur. Génie créateur, merci. Ouais. Leur potentiel, les savoir-faire. Et même quand tu n'as pas réellement de talent, de capacité. Je disais tantôt comme ça que il y a des personnes en situation de handicap qui sont paralysées du pied, qui ont un talent incroyable parce qu'ils arrivent à marcher avec leurs mains. Ouais. Et ça, même pour une personne normale, quand on te demande, est-ce que tu peux marcher avec tes mains? Non. Moi, je connais des personnes en situation de handicap qui sont amputées du pied, qui courent, qui sont des athlètes. Ouais. Et chaque personne a son potentiel. Chaque personne a une capacité. Et c'est cette capacité, il faut savoir se revendre. Parce que beaucoup de personnes en situation de handicap aujourd'hui dans notre pays ne savent pas se vendre. Et ça me fait vraiment de la peine, en fait. Elles ont besoin d'accompagnement, peut-être de personnes comme toi qui ont réussi à s'imposer, à mettre en avant leur talent, à avoir confiance en elles jusqu'à devenir narcissiques. Elles ont besoin de coaching, d'accompagnement. Je pense que certainement tu le fais. Comme tu as dit, tu fais des webinaires. Oui, je fais des webinaires, j'accompagne certaines personnes. Il faut dire que, comme d'abord, je ne suis pas très populaire. Voilà. Je ne suis pas très populaire, mais déjà, j'accompagne certaines personnes en situation de handicap à réellement regagner confiance en eux, à réellement se repositionner sur le marché du travail, surtout à déceler leurs qualités et compétences. Parce que c'est ça, en fait, le vrai truc. Il y a le fait d'être en situation de handicap qui, je veux du travail. Ouais. Je disais tantôt, oui, j'ai choqué des personnes en situation de handicap. Je disais que les entreprises que vous voyez là, elles ne sont pas... elles sont à la recherche des personnes pour répondre à leurs problèmes. C'est ça. Mais si tu n'as pas de solution à proposer, qui voudra de toi, en fait? Ouais. Tu ne peux pas être parfait à 100%. C'est vrai que tu as des failles, tu as ton handicap, mais tu as un talent caché. Et c'est ce talent-là qu'il faut mettre au service des autres, en fait, au service de l'entreprise. Tu t'assois, tu réfléchis, tu médites, tu te demandes qu'est-ce que je sais faire réellement. Même les petites compétences sont de l'or pour certaines entreprises. Voilà un peu. Et ça nous amène à ton livre, donc ta biographie. Tu as déjà sorti ta biographie. Ça fait combien de temps que tu l'as écrit, ta biographie? Ça m'a pris quasiment 5 ans. 5 ans pour l'écrire. Voilà. L'art de vivre autrement sans handicap. Voilà. Ça m'a pris 5 ans pour l'écrire. Il est sorti récemment. Ça fait 1 mois maintenant que je l'ai publié. Voilà. Actuellement, je suis en train de les déployer. Bientôt, on va le trouver un peu dans toutes les librairies. Voilà. Et c'est un livre dans lequel je partage, bien vrai, c'est mon histoire, mais j'ai voulu apporter un plus à ce livre, en fait. Pas seulement mon histoire, parce qu'après, il y a des gens qui n'ont rien à cirer de ton histoire. Ils sont à la recherche de qu'est-ce que tu peux apporter. Et dans ce livre-là,
j'explique un peu comment intégrer mon intégration dans le monde professionnel et à travers ça, des stratégies pour pouvoir aussi, pour permettre aux personnes en situation de handicap de pouvoir aussi s'intégrer dans le monde professionnel. Ce livre-là aussi raconte et conte mon histoire, ma vie de couple, mes déceptions, et aussi donne des stratégies en tant que personne en situation de handicap de pouvoir trouver l'amour. Voilà, de pouvoir aussi se faire confiance. Se réaliser. Se réaliser. Comment devenir une personne aussi séduisante. Parce qu'il faut dire que beaucoup de personnes en situation de handicap ne se font pas suffisamment confiance. Ils se délaissent. Et moi, ça me fait de la peine. Vous allez un jour aller au CHU de Yopougon, du côté Vive Debout. Vive Debout. Oui, Vive Debout. Vous verrez des personnes en situation de handicap. Dans quelles conditions, dans quelle posture ils sont en fait. Et moi, c'est une image que les personnes en situation de handicap ont collée sur eux qui me peinent et qui m'énervent beaucoup en fait. Parce que vous pouvez être une personne en situation de handicap, avoir du style, avoir de l'élégance, avoir de la prestance, avoir envie d'être côtoyé. Mais quand tu ne travailles pas sur ton image en tant que personne en situation de handicap, personne ne voudra de toi, personne ne te prendra au sérieux en fait. Et c'est tous ces paramètres que je traite dans mon livre en fait. Parce que j'appelle et je sensibilise certaines personnes en situation de handicap à réellement se prendre au sérieux, à réellement maximiser sur leur image en fait. Parce que l'image aujourd'hui, ça compte. Énormément. Imaginons un instant que j'aille à mon entretien d'embauche, peut-être avec une béquille, la sueur, mal coiffée, sans élégance, voilà. Mais je vous assure que je n'allais pas être retenu. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où on nous juge d'abord en fonction de notre image. Même si c'est dommage, mais l'image... C'est la première impression qu'on laisse, en fait. La première impression qu'on laisse. Et ensuite, il y a la découverte de la personne. Ce qu'elle a à dire. Exactement. Voilà un peu ce que je traite dans mon livre, en fait. Pour moi, ce livre est comme un guide pour une personne en situation de handicap de pouvoir se révéler. Aussi, il y a le passage où je parle un peu aussi des femmes en situation de handicap qui ne sont pas tellement vues et mises aussi sur le côté. Parce que ces femmes aujourd'hui en situation de handicap là sont beaucoup manipulées par certains hommes de mauvaise foi. Il y a des hommes, comme ils voient des femmes en situation de handicap, ils se disent qu'elles sont vulnérables. Et abusent d'elles, de leur confiance en fait. Et c'est tout ça que je dénote et je sensibilise, j'oriente dans ce livre en fait. Comment est-ce que, en tant que femme en situation de handicap, tu dois te prendre? Tu dois te prendre au sérieux. Tu dois te construire une vie. Parce que c'est de par là que moi je suis passé. La lecture, les podcasts, des formations. Et en tant que personne en situation de handicap, quand tu t'orientes dans ce carré-là, tu te démarques. Tu es pris plus au sérieux. Regardez un peu l'exemple de Stéphane Kipré. Et plutôt Pierre Kipré, l'ancien ministre de l'Éducation. C'est une image qui s'est construite. Quand on prend en griffe Papago Michel, c'est une image qui s'est construite. On ne voit plus son handicap. Oui, on ne voit plus son handicap. Et c'est quelqu'un de très respecté. On pouvait juste le mettre, on pouvait juste lui coller l'étiquette de l'humoriste, le guignol. Mais aujourd'hui, non. Il est carrément un ambassadeur, quelqu'un de très influent. Parce qu'il n'a pas simplement fait comment on appelle, la comédie, mais il a reconstruit son image, qui est devenu quelqu'un de très, 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 très respecté à l'échelle internationale. Et voilà comment chaque personne aujourd'hui en situation de handicap doit marcher. Qui est-ce que je veux devenir? Peu importe mon handicap. Je dois être une personne très respectée. Je prends l'ancien ministre handicapé, M. Dogbo Raphaël, qui aujourd'hui, malgré son handicap, a travaillé sur son image. Quand vous le voyez, il inspire de la confiance, il donne du crédit. Mais quand vous êtes une personne que vous vous dites, vous morfondez sur votre sort, vous ne pourrez rien en tirer, à part la pitié des autres. Exactement. Et moi, c'est cela que je déplore. Voilà pourquoi j'ai voulu écrire L'art de vivre autrement. L'art de vivre parce que vivre avec un handicap,
peut inspirer beaucoup de personnes. Ta façon de vivre. Moi, certaines personnes me voient, ah, Dominique Stéphane, tu es quelqu'un vraiment qui m'inspire. Voilà, j'aimerais que tu me conseilles. Voilà. Je leur donne des directives par la suite, en fait, à suivre. Mais mon handicap ne m'a jamais poussé réellement à me morfondre, ou bien, quelles que soient les déceptions, comme on le dit, des déceptions amoureuses que j'ai connues, que sur le plan aussi professionnel, mais je n'ai jamais cessé de me battre. Tu n'as jamais freiné, en Voilà. fait. En tout cas, bravo à toi. Merci. Bravo de partager aussi ton expérience à travers ce livre. Et puis surtout, au-delà des personnes en situation de handicap, ça peut être utile aussi à toutes les personnes qui ont envie de prendre leur vie en main, de croire en elles, de bâtir leur image et surtout de se construire un avenir et de pouvoir chacun, en tout cas chacune à son niveau, impacter aussi sa communauté. Donc bravo à toi pour ce livre. Merci. Et bon, je vous encourage à le lire. On peut le trouver où? Pour tous ceux qui veulent le trouver, ils peuvent directement me contacter. D'accord, donc je mettrai le contact en commentaire. D'accord. Mais tu peux déjà donner le contact. 07 08 59 52 16. Oh, ok, d'accord. Voilà. Pour te contacter, pour avoir voilà. ce Il faut dire que livre. ce que je fais, ce que j'apporte en plus, ce n'est pas un livre simplement que je vends. Ce livre-là, quand tu l'achètes, il est suivi d'un accompagnement d'une semaine. Ou soit ça peut être un webinaire pour un coaching un peu approfondi sur ta personne, en fait. Donc, après l'achat, il y a tout ce package-là que je fais suivre. Okay. Et tes frères et sœurs, tu as dit que tu avais des frères et une sœur, c'est ça? Oui. Aujourd'hui, comment ils te perçoivent avec ton job, ton évolution et tout, ta vie de couple et tout ça? Ils sont fiers de toi? Il faut dire que d'abord, ils sont fiers de moi. Ils sont très fiers de moi, surtout ma grande sœur et mon grand frère. Ma grande sœur, c'est Christelle Zunon, actrice. Voilà. Oh, ok, d'accord. C'est qui fait la série des Nounous, là. Ah, ok, d'accord. Voilà. Elle est très, très fière de moi. Mon grand frère Yannick Zunon aussi, qui est très fier de moi. Voilà. Et mes autres frères, vraiment, qui s'inspirent aussi de moi. Maman, voilà, en fait. Mais merci. Et puis, c'est une grande famille parce que les Zunon, quand même, c'est une grande famille, non? Oui, c'est une grande famille. Il y a beaucoup de Zunon, mais on a l'impression que c'est un petit groupe. Non, c'est une très grande famille. Une très grande famille. Il faut dire, même Eunice, tout ça, c'est la même famille. Ok, d'accord. C'est les mêmes Zunon. Oui, c'est les mêmes Zunon. Ok, d'accord. En tout cas, bravo. Merci. Et puis, continue, je veux dire, d'inspirer d'autres personnes et de les motiver. Donc, ces personnes en situation de handicap à croire en elles, à bâtir une image forte. On le voit avec les grands athlètes dans le handisport qui performent, que ce soit dans l'eau, que ce soit dans le ski, que ce soit dans l'athlétisme et tout. Ils n'ont rien à envier, en fait, aux personnes on va dire, en situation normale, pour le dire. Ils performent, ils ont une carrière magnifique et on ne voit pas la différence, en fait. On ne voit aucune différence. Donc, moi, en tout cas, je vous encourage à vous procurer ce livre. Si vous avez la possibilité également de pouvoir échanger avec Stéphane, peut-être que vous le verrez de ces jours si vous passez par Accor, le Novotel Plateau. Voilà. Vous pouvez peut-être le rencontrer un de ces jours, échanger avec lui et pouvoir comprendre son expérience un peu plus en profondeur. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de te recevoir. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup touché, hein, ton parcours, cette erreur médicale que tu as subie. Tu n'as rien demandé. Tu es tout bébé comme ça et tout. C'est déchirant, c'est révoltant. Mais tu as su rebondir. Et tu es l'homme que tu es aujourd'hui. Et tu es fier de l'homme que tu es aujourd'hui. En tout cas, bravo à toi. Et moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode avec un ou une nouvelle invitée. D'ici là, restez connectés. Je vous dis ciao, ciao.